Alors, l'état de droit, c'est effectivement un peu une francisation d'un terme extrêmement utilisé dans le monde anglo-saxon qui est rule of law, mais qui est assez récent à nos oreilles. Enfin, moi, je n'ai pas le souvenir qu'il y a 20 ans, quand je faisais mes études, on parlait d'état de droit. Qu'est-ce qu'on entend par état de droit? Du coup, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on entend par état de droit. Ce que la Commission européenne a établi comme critère d'état de droit, il y en a 4. C'est la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, le pluralisme médiatique et un certain nombre de standards démocratiques à tenir. Voilà. Ce que nous rajoutons, la plupart des partis au Parlement européen, pas tous les partis, mais les partis progressistes au Parlement, ce que les sociétés civiles rajoutent, et ce que des think tanks internationaux rajoutent, c'est la question évidemment du respect des droits fondamentaux aussi. Donc nous, on y ajoute cette question-là, voilà, les droits des minorités, les droits des femmes, les droits LGBTI, etc., etc. Si on s'en tient qu'aux 4 points, la Hongrie a décimé tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus une justice indépendante en Hongrie, on n'a plus du tout de pluralisme des médias indépendants du pouvoir existent, mais ils sont asphyxiés financièrement, ils sont harcelés judiciairement, etc., etc. Là encore, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à la société russe. Voilà, la corruption vis-à-vis de l'argent européen est massive, elle est prouvée, elle est documentée. C'est pour ça que des fois, on s'agace un peu que ça n'aille pas plus vite. Il y a vraiment les marchés publics, quand il s'agit des fonds européens, les marchés publics ne sont absolument pas respectés en Hongrie. Et je veux dire, c'est tellement visible. C'est le gendre de Viktor Orban lui-même qui reçoit tous les marchés publics. C'est son meilleur ami. C'est un oligarque très proche de lui. Et c'est continuellement comme ça. Et c'est des énormes sommes. Et surtout, les projets n'ont pas lieu. Et ça a aussi été documenté par un certain nombre d'associations comme Transparency International. Et sur les questions démocratiques, il y a effectivement eu un certain nombre de reculs et de choix d'organisation des institutions et des élections, etc., qui sont aussi en recul. Voilà. Alors après, sur les droits fondamentaux, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Parce que la méthode de Viktor Orban pour appuyer son pouvoir et pour asseoir son pouvoir sur sa population depuis des années, c'est de créer des boucs émissaires. C'est une formule qu'on connaît bien, qui est toujours utilisée par les autocrates. Et il les a un peu tous faits. Il a commencé en 2015 énormément avec les migrants. La Hongrie n'est pas un lieu de passage de la migration, donc c'est un énorme fantasme qu'il a créé. Il a raconté qu'il y aurait des milliers de migrants qui allaient arriver. Ça a fonctionné pendant très longtemps. Les gens ont fini par s'apercevoir qu'il n'y avait pas tellement de migrants qui arrivaient en Hongrie. Donc après, il est passé à d'autres. Ça a longtemps été les journalistes, les opposants politiques, etc. On a une nette tendance depuis 2 ans sur la communauté LGBTI, avec un parallélisme total fait avec la pédophilie. Il y a une association complète et un acharnement énormément sur cette communauté-là. L'Union européenne, c'est toujours un bouc émissaire aussi, l'Occident de manière générale, voilà. Et donc, il continue à démanteler, à un point aujourd'hui où, effectivement, il a cette majorité massive qui lui permet aujourd'hui d'être même très agressif, on pense aujourd'hui. Pourquoi, l'UE peut intervenir? Pourquoi la Commission européenne? Parce que l'un des arguments de Viktor Orban, c'est de dire que ce sont des questions de politique intérieure. Bruxelles n'a rien à faire là-dedans. Donc en quoi c'est justement dans vos prérogatives d'intervenir? Il y a des articles de traités qui défendent le fait que l'Union européenne est un espace où ces questions d'état de droit sont nécessaires, pas simplement voulues, elles sont obligatoires et nécessaires, parce qu'il y a cette fameuse charte des droits fondamentaux qui est même aujourd'hui un très beau texte qui est trop peu connu de l'Union européenne et qui aujourd'hui a même valeur au niveau de la justice européenne, etc., qui a même valeur de texte fondateur, de texte sur lequel la justice européenne peut s'appuyer, voilà, et parce que effectivement, on renforce ça en plus de plus en plus régulièrement. C'est-à-dire que c'était là dans les textes, c'était là dans les traités, c'était une évidence pour tout le monde que l'Union européenne s'appuyait sur un certain nombre de notions d'état de droit et que s'appuyait notamment sur le fait que c'était un espace démocratique. En plus, aujourd'hui, comme on a vu qu'effectivement, il y avait un repli, un retour en arrière dans certains pays, on a rajouté un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, il y a même des outils donc, qui, justement, par exemple, conditionnent l'utilisation de l'argent européen au fait qu'on respecte l'état de droit. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, là où il peut avoir un petit peu raison, c'est que c'est quelque chose qu'on a accentué ces dernières années, justement, en fait, en opposition à Orban, où on a vraiment commencé à mettre l'état de droit dans un certain nombre de règles européennes, beaucoup plus fortement encore que ça ne l'était avant.